Salut à tous, c'est Shorty, vous êtes sur l'Oxymore et aujourd'hui je suis avec Monsieur Sadik. L'Oxymore, number one, you heard me? Boss. Sadik, comment ça va? Ça va bien. On se voit aujourd'hui dans le cadre de la sortie de ton album Cohérence. Yes. Avant qu'on en parle de ton processus créatif, des conditions dans lesquelles l'album est sorti, j'aurais aimé savoir déjà comment ça va depuis du coup la sortie de ton album d'avant, comment tu as vécu les quelques années. Ben écoute, il s'est passé 7 ans entre les deux albums. Donc j'ai vécu déjà, je pense que c'est important parce que il a fallu défendre l'album en silence. On a fait des concerts, ça a été un bel album et il a fallu le défendre sur scène, à travers les clips, etc., les concerts, les prestations. Mais au-delà de cette partie album même, j'ai pris du temps pour moi aussi. Je pense que c'est très important en fait de laisser du temps, s'accorder un peu de repos et vivre un peu pour avoir des choses à raconter. Exactement, parce que quand tu sors de la scène et que tu rentres en studio, pour moi il manque un peu de matière en fait. Il manque un peu de matière. Je regardais, c'est bizarre, une interview de Lauryn Hill il y a juste avant de venir où elle disait exactement la même chose, que pour elle il faut laisser du temps entre les albums pour pouvoir vivre, faire son expérience, s'enrichir, grandir, vieillir, pourquoi pas. Et je pense que voilà, ces quelques années ont servi à ça. Mais moi aussi, j'ai besoin de déconnecter. Parce que comme je dis souvent, être aimé, adulé, etc., être sur scène, dans les avions, c'est beau, mais il faut penser aussi à se déconnecter. Parce que je pense que la santé mentale des artistes est beaucoup mise à rude épreuve, en fait. Donc quand ça monte, ça fait les montagnes russes, tu montes, tu descends, t'es apprécié, t'es moins apprécié, tu rentres dans des choses qui deviennent presque malsaines à un moment. Et je pense qu'avant que ça retombe, il faut soi-même prendre du recul et voilà, se recentrer, se réaxer et revenir dans de bonnes vibrations, entre guillemets, quoi. Et toi, tu fais quoi du coup pour te recentrer? Mais déjà, je passe du temps avec la famille, je fais des activités simples, j'ai mon football, j'ai ma vie de famille tout simplement, mes amis, mon quotidien simple, entre guillemets, tu vois. Donc je pense que c'est important de s'accrocher à ça, d'avoir de vraies interactions aussi, avec de vraies personnes, pas que sur les réseaux sociaux, à travers tu vois, donc je pense que c'est ça passe par l'interaction sociale, par des actions sociales aussi. Je travaille avec des associations qui me sollicitent. Et je pense que ça passe par toutes ces petites choses-là, en fait. Ok. Voilà. On en avait parlé aussi dans notre précédente interview. Donc, pour ceux qui regardent aujourd'hui, d'ailleurs, on avait déjà fait une interview dans laquelle on avait retracé... C'est vieux, mais on avait retracé tes débuts. Ouais. Elle est encore là, les gens peuvent aller voir. Ouais. Donc, on va peut-être revenir plus sur les dernières années, on va dire. Ouais. On en avait parlé. Tu fais partie des artistes qui font vraiment vivre leurs albums. À une période où parfois ça sort le vendredi, la semaine d'après, certains on lâche un peu la promotion et du coup le public passe à autre chose rapidement. Toi, tu vis longtemps sur tes albums, avec la scène, avec des morceaux. Est-ce que c'est toujours une stratégie pour toi de travailler comme ça, les projets? Je sais pas si c'est vraiment une stratégie, mais pour moi, c'est une nécessité. Quelque part. Alors, est-ce que ce sont les albums qui ont changé ou la façon de consommer qui a changé ou est-ce que quelque part la musique s'adapte au public ou c'est le public qui s'adapte à la musique? On ne sait pas finalement, mais tant que ça fonctionne et que le public reste dans l'attente, puisque c'est ce qui s'est passé pour l'album Cohérence qui vient de sortir, il y a eu de l'attente puisqu'on a sorti un projet quand même qui était suffisamment qualitatif et qui a permis que les gens le consomment dans le temps également. On a fait, je crois, 7 ou 8 clips sur l'album parce qu'il y a eu de la demande. Donc, ça crée de la matière aussi. C'est très rare. C'est rare, en même temps, c'est un choix que peut-être peu font parce qu'on est dans une façon de consommer qui est un petit peu rapide. Alors, si tout le monde faisait comme moi, peut-être que ce serait moins impactant aussi. Donc, c'est bien que chacun fasse un petit peu. Tu vois, je ne peux pas demander à tout le monde de faire comme moi, mais chacun doit avoir sa propre vision. Moi, ça me correspond bien avec ma façon de travailler, avec ma musique aussi. Donc, Dieu merci, quoi. Dieu merci, il y a de l'attente et puis je peux vivre plus longtemps sur un album. Maintenant, je ne dis pas que ça va être pareil avec Cohérence. Ok. Voilà. Est-ce que, du coup, pendant ces 7 ans, tu
tu faisais de la musique régulièrement ou tu as vraiment eu des périodes sans musique et au moment de repartir en création, tu te mets vraiment en studio comme si tu allais au bureau, quoi? Alors, j'ai quand même fait de la musique parce que j'ai participé sur des projets, Ouais, beaucoup d'invitations. Même des compilations, des invitations. Il y a même des projets qui ne sont pas encore sortis, des combinaisons aussi qui ne sont pas sorties encore. Donc, toujours en studio, c'est vrai, moins là, tous les jours à chercher des phases, des sons, etc. Mais quand même en studio. Quand même en studio parce que ben, c'est un exercice aussi que j'aime. Donc c'est en faisant hein, qu'on s'améliore. Donc si tu restes longtemps sans t'entraîner, ben du coup tu es un petit peu moins bon quand tu arrives à la compétition. Donc c'était important quand même d'écrire de temps en temps, voilà, des petites choses, continuer à aiguiser, entraîner le muscle et voilà. Et puis là c'est pour la partie vraiment écriture, mais au niveau de la réflexion, des thématiques, c'est tous les jours. Okay. C'est tous les jours, c'est quand un truc passe, quand un truc se passe, on voit quelque chose qui se passe devant nous. Le cerveau, c'est comme un micro ouvert en fait en permanence. On enregistre, on a des idées qui nous viennent, on se dit ah ça peut être bien pour un son, ah ça peut être intéressant comme métaphore, etc. Donc avant je notais pas forcément, maintenant bon, avec le téléphone, prendre des petites notes. L'âge qui monte aussi. C'est pas l'âge qui monte, mais c'est l'expérience aussi. L'expérience, et puis moi j'écris très mal, donc le téléphone c'est bien. Tu vois, avant j'écrivais, je voulais écrire sur mon cahier, tout ça. Mais moi, sans gaucher, il n'y a pas ta mouche. Donc, tu vois, quand tu écris ton truc, tu n'arrives pas à te relire derrière. Donc, c'est bien, on prend des notes, dictaphone. Ça, c'est intéressant, je vais noter ça. Okay. Et puis, comme ça, quand tu te mets vraiment sur l'ordi ou au studio, c'est plus facile, en fait. Ok. Voilà. Et à quel moment tu as le déclic? Bon, ben là, je vais préparer un album. Je sais qu'à un moment, on avait discuté, mais je crois que ça remonte déjà à peut-être l'époque où on avait fait le one-shot. Tu cherchais quand même des instrus, des choses, mais à quel moment tu t'y es mis vraiment? Tu sais, je sais même pas comment te répondre à ça. Parce que une fois que ça s'emballe, tu comprends même pas à quel moment tu t'y es mis, en fait. Des morceaux. Tu vois, quand j'écoutais les 3-4 premiers morceaux que j'étais sûr de mettre sur l'album, je me dis, ah oui, j'ai commencé là. Là, c'est bon. Là, c'est vraiment parti. Et à plusieurs reprises, je me dis, bon, là, il faut que j'y aille. Et tu vois, je mets le contact, mais il n'y a rien qui se passe. Et moi, j'ai jamais forcé, en fait. Okay. Je me dis, eh ben, c'est que c'est pas maintenant. C'est que c'est pas là. Donc, je continue, je fais mes trucs, je cherche des prods. J'ai toujours cherché, par contre, des prods. Et puis, quand je suis tombé sur les premières prods que m'a envoyé Yohan Danier, là, j'ai eu un déclic, vraiment. Ok. Ouais. Parce que musicalement, il y avait des choses qui m'intéressaient vraiment. Et puis, je pouvais vraiment amener ma touche, amener mes recommandations, donner un peu de direction. Et on allait vraiment dans ce que je voulais. Et là, je me suis dit, OK, ce moment-là, je peux démarrer. Je suis parti en Guyane aussi. J'ai travaillé avec Maf. Il m'a fait un dossier d'instru. Tout ce qu'il m'a envoyé me plaisait. Alors, j'ai pas tout mis sur l'album, puisqu'il y a des choses aussi que je voulais vraiment qu'ils soient jouables en live. Et donc, j'ai pas on va y revenir sur l'aspect live. Ouais. Donc, voilà, ça a commencé à ce moment-là, en fait. Mais je sais pas te dire à quel moment. Ouais, il n'y a pas une date précise. Il n'y a pas de date précise, non. Je sais qu'une fois que ça a démarré, j'ai enchaîné. Et tu dirais que tu as pris combien de temps alors? Tu sais pas exactement. Mais avec la tête dans le guidon, je sais que les 6 derniers mois, ça a été à fond. Ouais. Ok. Ouais, minimum ça. Ok. Et est-ce que tu es un artiste qui réfléchit l'album avant de l'écrire? C'est-à-dire, je crois que c'est Nerka qui disait que lui, il connaissait limite sa tracklist avant d'écrire les morceaux. Et là où d'autres, ils font des morceaux, et après ils choisissent en voyant un peu la cohérence. Comment toi, tu travailles ça? Ben moi, j'ai une idée générale déjà, une direction générale, une thématique générale, donc le nom de l'album avant tout, et les thématiques aussi, pour essayer de créer un projet homogène, qu'on soit pas que dans une seule chose, tu vois. Donc, mais moi j'ai déjà, si tu veux, une espèce de gabarit ou de canevas sur mes albums. Donc il y a des gens à qui ça plaît, il y en a qui ça peut-être ça plaît moins, mais j'ai déjà une vision générale en fait de la façon dont je vais construire mon album, le squelette, et après quelque part je remplis des cases. Donc la vision globale, je l'ai déjà. Voilà. Il n'y a pas forcément le nom des morceaux ou quoi que ce soit, hein, mais je sais que je ne vais pas faire 50 morceaux au club ou je vois. 5 morceaux reggae, par exemple, tu vois. Je sais que j'en mets toujours un ou pas, ou un morceau un peu plus clubbing, ou dans les styles aussi. Donc, il y a quelque chose d'équilibré dans les morceaux un peu rap.
j'essaie toujours d'en mettre 2, 3. Donc voilà, ça se joue un petit peu comme ça. Et donc, tu es parti du titre, Cohérence. Ouais. Du coup, pourquoi tu l'as choisi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? On comprend la signification, la définition, mais Bien sûr. qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben pour moi, le nom de l'album, c'est, de manière globale, hein, un nom d'album doit représenter un petit peu l'artiste. Parce qu'il va juste à côté du nom de l'artiste. Donc, ça doit aller ensemble. Ça doit me définir. Et pour moi, la cohérence, c'était un petit peu ça. C'était dire que je reviens avec un album, mais après 7 ans, donc tu connais, tout le monde avec la loupe. Bon, qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Et ben, c'est juste dire d'avance, ben, j'ai essayé de rester cohérent dans ce que j'ai toujours fait, dans ce que j'ai toujours aimé faire. Donc, je ne dis pas que c'est, encore une fois, la bonne façon d'aborder les choses ou de faire les choses, mais c'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, rester cohérent à travers mes engagements, à travers mes prises de position, à travers mon écriture, à travers mon créole, à travers voilà, ma vision, ma Guadeloupe, les Antilles que je défends, etc. Donc, la jeunesse qui est toujours au cœur de mes albums aussi. Donc, pour moi, c'est tout ça. C'est dire que je suis le même Sadik revient, mais c'est le même Sadik. Bien sûr qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai dû m'adapter, mais il y a des choses aussi sur lesquelles j'ai affirmé, en fait, quelque part ma position et mon positionnement surtout. Ok. Voilà. Est-ce que du coup, comme tu sais déjà ton squelette de ton album, est-ce que tu es du genre à faire quand même 40 morceaux et à avoir de quoi choisir, ou tu as le nombre quasi non, chaque morceau est exploité, quoi? Ouais, non, sur un album de 16 pistes, 14 titres, il y a peut-être 4-5 morceaux qui sont passés à la trappe un peu, et c'est pas les moins bons en vérité, parce que là qui n'étaient pas dans l'homogénéité. Tu vois ce que je veux te dire? À un moment, il y a peut-être un doublon ou quelque chose, ou un morceau, on se dit, mais à quel moment tu vas faire la promotion de celui-là? C'est du gaspillage. Alors on me dit, ouais, mes frères, il y a ça, comment? Donc c'est des sacrifices, des vrais sacrifices en vrai. Ok. Voilà. Il y a un aspect important, c'est que on a cru comprendre que tu es repassé à l'autoproduction. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Du coup, j'imagine que ça rajoute une charge de travail, ça rajoute certains aspects. Comment tu as géré ça? Ben, ça s'est géré un petit peu assez facilement, j'ai envie de dire, hein, puisque mon premier album, je l'avais produit seul aussi, Pilon Inquisier. Donc, et même les 2 albums qui ont été produits par Step Out, j'ai toujours été très attentif à ce qui se passait autour aussi. Donc, t'as amené des produits quasi finis. Quasi finis. Donc, j'ai toujours été très autonome. C'est pas comme si Chris m'a dit fais ci, fais comme ça, etc. Même si on a partagé aussi certaines choses ou des avis, des conseils, tu vois, des conseils, mais j'ai toujours été très autonome. Donc au niveau de la création, il y a rien qui change, c'est juste tu mets la main au porte-monnaie, quoi. Ok, c'est ce qui a changé vraiment. C'est la différence, c'est ça, c'est que voilà, c'est toi qui payes. Et pourquoi tu as fait ce choix-là, du coup? Parce que je m'en sentais capable aussi, et que je pense que aujourd'hui on avait déjà fait des choses avec Chris. On a travaillé sur 2 albums, on a atteint un certain plafond de verre aussi. Donc on en a discuté, et puis voilà, c'est une décision qui coulait de source presque. J'ai eu des propositions, mais en pesant le pour et le contre, c'était plus intéressant pour moi de m'entourer de compétences, de gens sérieux, solides, et de produire seul l'album, tout simplement. Voilà. Maintenant, il est distribué, il y a du monde qui va s'occuper de la tournée. Enfin, c'est vraiment l'aspect phonographique, production, distribution, mais autour de moi, il y a une équipe, il y a du monde qui m'accompagne et qui me permet de bien gérer tous les différents aspects, tous les aspects, avec des spécialistes. Voilà. Où est-ce que tu enregistres ta musique? Comment tu crées? Est-ce que c'est chez toi? Ouais. Est-ce que c'est tu fais c'est les séminaires maintenant? Il y a beaucoup de gens ils préparent et en une semaine ils bouclent. Ouais. Comment tu travailles vraiment l'enregistrement? Alors l'enregistrement, enfin, c'est 2 phases. Il y a les maquettes. J'aime beaucoup les maquettes, et c'est très dangereux. C'est très mauvais d'ailleurs, parce que quand tu fais une maquette, ben tu tombes amoureux de la maquette, et du coup t'es jamais satisfait de la version que tu enregistres en studio après. Donc moi j'ai du matos à la maison, et j'ai toujours fait ça. Okay. J'ai toujours fait ça. Depuis l'époque de Westside, Casque d'Or, etc. Ça a toujours été chez moi qu'on enregistrait.
Donc voilà, j'enregistre à la maison, mais je fais des maquettes à la maison. Ok. Alors que je pourrais faire du def chez moi, mais j'ai besoin d'aller voilà, chez Debs, dans le grand studio, faire des photos et compagnie. Mais en vérité, il y a aussi l'ingé qui rapporte voilà. aussi sa touche. Plus sérieusement, il y a ça aussi, il y a les conseils de l'ingé qui sont importants et qui mettent en confiance tout simplement. Donc il va manquer une voix, je pourrais la faire chez moi, l'envoyer à l'ingé, mais en vrai, voilà, j'écris chez moi, je m'enferme dans ma petite pièce et voilà, l'instru en boucle, je coupe, je me mets debout, je prends le téléphone, je chante. Je mets la clim, je coupe la clim, je transpire, je m'habille, je me déshabille. Et tu sais, je crois que je t'avais déjà dit ça, mais le meilleur moment pour un artiste qui crée chez lui, c'est le matin. Aller écouter ce qu'il a enregistré le soir. Parce que là, il sait plus ce qu'il a enregistré. Et tu t'écoutes comme si tu écoutais un artiste étranger. Ça peut arriver une seule fois. Parce que la deuxième écoute, tu te rappelles de tout. Mais la première écoute, là, tu sais si tu as fait un bon son ou pas. Ok. Voilà. Et ça, c'est un truc que j'adore. Voilà, me réveiller, aller me coucher à 2h, 3h, me réveiller à 6h30. Alors, ma pièce, elle est en haut. Donc, je monte. Et là, je me dis, ouais, ça, c'est bon. Tu ne vas pas mauvais. Et dans la promo, donc là, on est quasiment un mois après la sortie. Bientôt, ouais. Presque un mois après la sortie de l'album. Tu as eu l'occasion de faire une tournée promotionnelle. J'ai eu l'impression en tout cas que tu avais réussi à atteindre certains médias un peu plus rap, on va dire, que tu étais un peu sorti de ta zone de confort promotionnel, on va dire. Comment ça s'est passé ça aussi? Mais là, comme je te parlais de l'équipe, hein, on travaille avec une RP qui aussi fait bien les choses. Et puis avec le dossier de presse, les morceaux que j'ai déjà sortis, les 3 albums précédents, il y a quand même un bagou déjà aussi qui intéresse aussi de nouveaux médias et qui entendent les morceaux. Il y en a qui ont entendu en miettes, qui ont dit ah ouais, on veut bien le recevoir même si on le connaît pas. Donc ça aussi ça compte, ce que j'ai déjà pu faire auparavant. Donc voilà, et ça permet de proposer, de vendre la musique à un nouveau public. Donc ça, je trouve ça hyper sympa. On n'a pas fini, on a juste commencé. Donc si tu as vu ça déjà, c'est... Non, j'ai vu, franchement, j'ai vu. Est-ce que c'était aussi volontaire du coup de sortir un premier single en miettes qui était plus rap? Oui. Et du coup, qui permet de toucher peut-être ces gens-là, là où les morceaux plus musique traditionnelle, locale, etc., seraient peut-être plus compliqués. Alors, je mentirais si je disais que ça fait partie de cette stratégie-là, pas forcément pour les médias, mais dans le style surprendre, arriver avec quelque chose d'un peu percutant, oui. C'était surtout ça l'idée, de revenir avec quelque chose de différent, où on m'attend pas, où certains m'attendent, parce que quelque part, c'est ce qui est bien aussi, c'est que il y a plusieurs publics en fait. Il y a des gens qui savent très bien que c'est un exercice que j'aime, que je connais, mais il y a un autre public qui lui me met dans d'autres catégories et me voit différemment. Donc je trouvais ça intéressant de revenir avec le titre en miettes, et ça a été aussi le fruit de l'objet de discussion en fait. Voilà, on voulait partir sur un extrait mainstream, un truc comme ça. Je disais non, tranquille. On arrive avec ça et les auditeurs de l'Oxymore avaient pu entendre un avant-goût sur ce style avec le one-shot. Exactement. J'ai trouvé un lien un petit peu. Ouais, c'est ça, non, mais en plus le one-shot de l'Oxymore, il avait marqué aussi. Voilà, donc ceux qui ont vu l'Oxymore, ils savent très bien que... C'est en ligne toujours. C'est en ligne toujours, voilà. Du coup, au niveau du contenu maintenant, donc tu nous parles un peu du squelette de l'album. Je vois un peu ce que tu veux dire, dans le sens où, je sais pas moi, l'état d'émission, on peut faire un lien avec On sait le coup, c'est le morceau un peu où tu parles un peu de violence et en message à la jeunesse, chansons d'amour, etc. etc. Mais comment tu as choisi du coup les thèmes dans l'album? Les thèmes, quelque part, moi je me laisse beaucoup guider par la musique. Parce que je pense que la musique même, les notes, les accords de musique donnent déjà des informations. Je pense que ça, il faut respecter ça quelque part pour créer une vraie synergie sur un morceau. D'accord. Alors, quand on écoute la prod de l'état d'émission, par exemple, de Mufasa, il y a une certaine mélancolie. Donc, je peux pas raconter quelque chose d'hyper joyeux dessus. Donc voilà, et je me laisse guider comme ça par la musique, par les mélodies. Des fois aussi, j'ai mon idée, j'ai une partie du texte. C'est pas le truc que je fais le plus, ça. Écrire avant, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais
la grande majorité du temps, Musique avant, et tu j'écoute regardes la musique couleur, qui tout me ça, projette quelque part. Voilà. Des fois, je passe d'une prod à une autre, mais c'est toujours les notes de musique qui m'emmènent dans une direction. Ok. Voilà. Et d'un point de vue technique de la musique, justement, donc tu es très tôt, enfin, dans ta carrière, en tout cas, tu es passé au live, à jouer vraiment avec des musiciens, des instruments. Est-ce que tu as cette formation-là, où tu t'es formé depuis? Comment sur le point de vue vraiment technique, quoi, de lire une partition et qu'on sort? Ah non, là, moi, je lis pas de partition. Ok, c'est à Ça, l'oreille. Ça se fait sur le tas. Puisque là, du coup, le premier à m'avoir amené en live, c'est Dominique Coco. Il m'avait invité. Et du coup, j'ai récupéré ses musiciens. Je suis parti en live avec eux. Et j'ai découvert un autre univers, en fait. Vraiment, vivre la musique sur scène, en live, c'est un truc qui tend à se démocratiser de plus en plus, chez nous, en tout cas. Parce que c'est un petit peu l'inverse qui se fait en France, par exemple. Oui. De moins en moins, on joue plus avec des séquences, peut-être avec un musicien. Mais voilà, jouer avec des musiciens, c'est un truc qui est extraordinaire. Donc, on joue beaucoup les mêmes morceaux, finalement. Ce sont les miens. Donc, tu t'habitues, tu t'entends quand il y a quelque chose qui est différent. Donc, tu arrives à l'identifier beaucoup plus facilement. Surtout si tu changes de formation, qu'il y a des musiciens, l'un qui remplace un autre. Tu sais s'il est en train de faire quelque chose qui te va pas ou pas. Ok. Tu vois? Et du coup, dans cet aspect live, donc dès la release party, où tu as interprété quelques morceaux, tu as ramené directement les musiciens. Et du coup, il y a des morceaux peut-être où, moi en écoutant l'album la veille, puisque c'était sorti la veille. Juste la veille, ouais. Et je les ai pas pris directement dans la voiture, mais sur scène, je me suis dit, c'est pour ça qu'il a fait ça. T'as compris. C'est-à-dire que les musiciens étaient présents à la release party, mais parce que dans l'album déjà, moi je pensais déjà au live. D'accord, c'était une réflexion live. Une réflexion quand on écoute déjà les interludes indémodables, il les joue en live. Concert, il te téléporte dans le live. Et donc, comme je t'ai dit, même dans le choix des prods, il y a des choses qui étaient géniales. Mais du coup, je me suis dit non, ça sera trop compliqué à jouer en live. Donc, peut-être pas sur l'album. Donc, le live, en fait, fait partie de mon canon de pensée, vraiment, dès le départ, parce que je pense au concert. Ok. Voilà, je pense au live, je pense à la scène, je pense au concert. Donc, il faut que les morceaux puissent être facilement adaptables en live. On est sur la release party, donc j'ai été vraiment, vraiment impressionné. Parce que comme je t'ai dit, l'album avait 24 heures. Même pas. Ouais, même presque, pas 24 heures. Ça, ouais. Et les gens chantaient déjà les morceaux. Ouais. Ben, j'étais moi aussi très très impressionné parce que j'avais beaucoup d'appréhension. Je voulais mettre la release party encore plus tard. Je me dis mais c'est trop tôt, tu vois. Je voulais laisser le temps aux gens. Exactement. Donc les partenaires qui ont organisé la release m'ont dit non, on a discuté, ils m'ont dit mais non. On met ça là, comme ça, et puis les gens vont découvrir, tu vois. Donc moi, je m'attends à avoir un public silencieux, attentif, et qui écoute les morceaux. Ben non, c'était un concert, tout le monde a chanté, tout le monde participait, donc pour moi, c'est un bel indicateur aussi. Ouais, c'est quelque chose qui montre que, voilà, il y a quand même de l'intérêt aujourd'hui. Et une efficacité, parce qu'il y a sûrement aussi des gens qui ne connaissaient pas, mais qui ont su réagir aux morceaux. Exactement. Ça aussi, mais ça c'est... On l'apprend aussi, on apprend à le faire en étant les pieds dedans, en étant dans le live. Et dès la création, j'ai pensé aussi dans ce sens-là. Parce que je crois qu'on a eu une discussion off et je te disais que ça fait partie aussi des choses sur lesquelles j'ai travaillé un petit peu. Parce que quand on aime écrire, on remplit les refrains, on fait des refrains compliqués, même si on nous dit « Ouais, allège ton refrain, naninana », je me suis dit « Non, moi j'écris, c'est comme ça, etc. » Donc, j'ai appris à écouter aussi et à trouver un juste milieu. Tu vois, je vais pas prendre... Il y a l'extrême, tu vois, il y a des extrêmes des deux côtés et trouver la bonne formule pour que ton refrain puisse être consistant, mais qu'en même temps, le public puisse participer et y prendre part, tu vois. Donc, je pense que ça aussi, ça a aidé. Et je me suis dit, bon, t'as bien fait, mon gars. Et toujours à la release party, on a pu voir ton fils, qu'on a déjà vu un peu en clip ou un peu sur les réseaux, mais qui est grand aujourd'hui. Ouais. Et je crois que tu as mentionné le fait qu'il te conseillait ou tout ça. Comment ça se passe aujourd'hui? Ben lui, il montait, il arrive, bon, tu fais quoi là? Il me dit, ouais, je vais écouter et tout. Et des fois, il entendait quand je mettais le son. Et il me dit, ouais, c'est quel son ça? C'est un nouveau son et tout. Et il donnait son avis. Des fois, tu sais, les enfants, ils ont pas de filtre. Ouais. Il me dit, ouais, mais ça, c'est pas bon, ça.
Ça, c'est trop long, ou ça, j'ai pas compris, nalinana. Je me dis, oh, vas-y, descends. Au début, tu te descends, mais après, tu te prends en compte, tu te dis, mais il a Son avis compte. son avis compte, il a Il raison. représente. J'ai fait 3-4 modifications comme ça. Je vais pas le dire parce qu'après, il va prendre la mauvaise tête, mais c'est vrai. Ouais. Et lui, il suit la musique du coup de son époque, de son âge. Oui, il est à jour, quoi. Il est à jour, bon, peut-être pas plus qu'un autre, mais il écoute, il suit. Bon, il est pas. Moi, je suis pas. Je le force pas en fait. Ok, tu le pousses pas dedans. Moi, je le pousse pas à écouter. Maintenant, moi, il m'entend écouter du rap. Bon, je vois que ça l'intéresse de plus en plus. Et je l'ai su prêt à écouter. Comment s'appelle la chanson de Brasco C'était il y avait à 8000 km. Voilà, et tout ça, ouais. voilà. Et j'entends, il me dit, ah papa, viens écouter ça. Il me dit, ah, c'est lourd. Et du coup, j'appelle Brasco. Je dis, c'est lui, parle lui. Il m'a dit non. Et tu vois, je me suis dit, c'est bien, c'est bien. Tu donc, as dit, papa, c'est quelqu'un. j'ai dit, ah ben ouais, non, mais j'étais content parce que quelque part, je trouve que c'est bien aussi qu'il puisse Ouais, fouiller un peu sur ce qui s'est passé tu avant. vois, sur ce qui s'est passé et qu'il puisse être capable de déceler qu'un morceau est bon. Ça veut dire qu'il a compris ce que moi aussi j'aimais et pourquoi j'aimais ce que j'aimais, tu vois. Donc ça m'a rassuré un petit peu. Voilà. Mais pour le reste, il écoute des choses de sa génération et puis moi je m'implique pas trop là-dedans, je contrôle un peu vite fait s'il y a... Mais tu trouves du bon dans ce qu'il écoute? Oui, je trouve du bon dans ce qu'il écoute, ouais. Mais moi j'écoute de tout, de toutes les façons, tu vois. Donc à un moment tu vas entendre des choses et tu vas aller chercher aussi. Voilà. Et donc au niveau des genres musicaux, aujourd'hui, tu es toujours ouvert, tu deviens pas un vieux qui dit c'était mieux avant, etc. Non, les genres musicaux, moi, je suis pas... Pour moi, c'est le contenu, en fait. C'est surtout voilà, c'est comment on pratique, comment... Ce qu'on raconte. Là, tu vois, c'est ce qu'on raconte qui est important. Je crois même qu'il y a un morceau R&B sur l'album. Papillon, c'est quelle catégorie? C'est guitare, le refrain, il est un peu... tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pas de crainte à ce niveau-là. Après, moi, je compose pas non plus. Donc ça, c'est libre au compositeur de me proposer des choses qui me plaisent. Moi, dès que j'entends un truc que je me dis, si c'est beau, tu y vas. C'est bon, j'y vais, je vais trouver un moyen de rentrer dessus, que ce soit bouillon ou quoi que ce soit. Tu vois, ça, il y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Ok. Ce qui a changé aussi en 7 ans, c'est l'aspect streaming qui est devenu vraiment le plus important. Ouais. Je pense ça nous amène à quoi? 2018, ton précédent album? On était déjà dans le streaming, mais pas non plus... On était à cheval, en fait. Pas confirmé, voilà. Tu vois, on était un petit peu sur les deux. Et là, on est full streaming, tu vois. Donc, est-ce que c'est plus intéressant? Ben, peut-être quand on est producteur de son projet, on peut déjà commencer à trouver ça intéressant. Mais je pense que ça manque quand même, hein, les ventes d'albums. Hein. Toi, tu ressens ce manque-là? Ouais. Ouais, je pense que ton public m'a l'air, sachant que c'est assez large, donc il y a des gens de toute génération, je pense que... il y a des gens qui me demandent. Ah, voilà. Donc, mais tu y penses? Il y en a, oui, j'en ferai. J'en ferai même des vinyles, parce que les vinyles, ça revient à la mode, ne serait-ce que pour avoir un produit... un bel objet, ouais. Un bel objet, tu vois, je pense que c'est intéressant aussi. Même des gens de notre génération qui me disent, moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose de palpable, en fait. Ouais, moi j'ai pris un lecteur là, de vinyle. Sérieux? Ouais, je prends sans savoir. à mesure. Sans savoir. Donc ça, c'est cool. Je pense que je ferai pareil aussi. Je pense que je ferai pareil. Mais j'en ferai. D'ailleurs, je ferai des vinyles des 3 précédents. Ok. Voilà. Ok. Au-delà de tout ça, il y a un aspect business, donc on avait commencé à en parler effectivement la dernière fois. J'imagine que dans ces 7 années, tu as aussi continué à développer cet aspect entrepreneurial. Tu as quelques sociétés, mais tu fais également aussi des moves, je trouve. C'est-à-dire que tu es allé chercher par exemple des partenaires pour ta sortie d'album. Tu collabores sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est devenu nécessaire d'avoir aussi ces aspects-là en plus de la musique? Ah, c'est clair. Est-ce que c'est une envie parce que c'est ton truc? Ben, déjà, le business, moi, c'est mon terrain de jeu. J'aime bien, ça m'amuse un peu, tu vois. Ça, voilà, ça me permet je suis un peu hyperactif parfois, donc voilà. J'aime bien développer un peu, si ça peut être utile encore plus. Donc, et puis, je pense que c'est une nécessité aussi lorsqu'on est un acteur
leader d'opinion, enfin un acteur social, et qu'on a la possibilité, ben, je pense qu'il faut aussi jouer des coudes et faire partie du jeu, quoi. Tout simplement. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'investir dans quelques business. Les partenariats avec des marques. Tu peux parler de ces business si tu en as envie. Oui, bon, après... Fais la publicité. Pas forcément, non, mais ceux qui savent savent, hein, de toutes les façons. Mais les partenariats, ça, j'ai toujours eu des partenaires. J'ai été sollicité très tôt pour des partenariats, des campagnes, etc. Donc, ben oui, avec la sortie de l'album, on a réactivé certaines choses. Il y a des gens qui m'ont sollicité, je me suis engagé. Donc, on a besoin de ça. On a besoin de ça en tant qu'artiste. Le tourneur qui va produire des concerts, il a besoin d'être accompagné. On est dans une économie qui est particulière. On est dans un territoire qui est particulier. Donc, si on veut prétendre vivre de la musique, on a bien évidemment besoin de se faire accompagner. Et puis, ces partenaires-là aussi ont besoin de visibilité. Bien sûr. Donc, c'est de bonne guerre. Voilà. Et par exemple, du fait que tu es devenu indépendant, donc tu travailles toujours avec des professionnels, donc ton tourneur, il y a toujours un producteur de concert qui prend les risques. Vous n'êtes pas associé du coup sur les projets. On pourrait, mais là, je préfère... à ce niveau-là, j'ai besoin encore d'observer, de regarder, parce qu'on ne peut pas non plus arriver et vouloir tout faire, tu vois. Donc, je pense que c'est intéressant de laisser faire les autres, même si moi, j'ai mon expérience aussi, hein, j'ai déjà fait pas mal de concerts. Bien sûr. Mais voilà, j'ai besoin encore d'emmagasiner et d'apprendre, tout simplement. Ce qui reste le plus important pour toi, c'est la création du disque, où là, tu as plus de difficultés à lâcher, et tu gardes ton contrôle. Ouais. La création du disque, c'est un truc... c'est tellement... T'as l'impression que c'est tellement intime que c'est comme si tu donnes un bout de code, quoi. Tu vois, une part de toi. Et moi, c'est ma façon d'aborder la musique, quelque part. Donc, ouais, c'est très personnel, quelque part. Ok. Donc, quand je crée, je suis dans mon truc, dans ma bulle, tu vois. Tout change. Ton sommeil change, ton humeur est variable, t'es une autre personne en fait quand t'es en phase de création intense, tu deviens quelqu'un de différent, j'ai envie de dire. Ok. Voilà, jusqu'à la sortie du projet. On revient du coup sur l'album Cohérence. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler des invités, des gens avec qui tu as collaboré pour le projet? Alors, collaboration musicale, hein, on a Fanny G et Mathieu White. On entend la voix aussi de Jean-Pierre Coquerel sur le dernier morceau, puis souvent. Donc, ce sont des personnes avec qui j'ai collaboré parce que déjà, humainement, on a un bon feeling. Mathieu, ben, ça fait un moment hein, qu'on parlait aussi de collaborer. On a une autre collaboration qui va sortir aussi, je ne sais pas encore à quel moment, sur un autre projet. Sur son album, peut-être, non? Je sais pas. Je sais pas. Ok. Et cette collaboration-là, en fait, c'est l'idée déjà à la base de DJ Sixaf. Donc, on a écrit le son chez lui, à Paris. Et c'était un moment sympa, on a bien rigolé ce jour-là, le morceau est aussi reflète bien en fait l'état d'esprit dans lequel on était. Au moment où on a créé le son, j'étais dans une période un peu faste aussi, je crois que c'était juste avant mon concert au Casino de Paris, donc voilà, on a pris un réel plaisir à écrire le morceau chez lui, on l'a enregistré en Guadeloupe, et puis voilà, c'est un morceau qui plaît beaucoup sur l'album. Le morceau avec Fanny. Excuse-moi, je reste un peu sur Mathieu. Pour le coup, on a l'impression qu'il est un peu le même genre d'artiste que toi et peut-être Ridla, dans le sens où il plaise un peu à un large public de hommes, femmes, plus âgés, plus jeunes. Est-ce que tu ressens ça aussi chez lui? Oui, je ressens ça. Mais comme je t'ai dit, tu as cité Ridla. Bon, Ridla, c'est aussi c'est mon gars, tu vois. Donc, Mathieu, il a cette énergie-là. Le fait aussi d'être complet sur les genres musicaux. Le fait d'être complet sur les genres musicaux, sa façon d'aborder la musique, il a soif d'apprendre. On a eu des discussions très profondes aussi, lui et moi. Et rien que le fait qu'il soit dans l'écoute, dans la discussion, tu vois. Ouais. Il aurait pu avoir l'ego de pas écouter ou de pas partager, parler. Tu vois. Et donc, on a eu l'occasion plusieurs fois de parler. Je me suis dit, c'est un bon gars, tu vois, c'est un bon gars. Et avant même de parler de musique, hein, on a pas mal parlé de musique aussi.
Et voilà, ça s'est fait comme ça. Il a une façon bien à lui d'aborder la musique. Il est ouvert d'esprit. Il aime ce qu'il fait aussi. Donc tout ça. Il aime beaucoup la scène. Il aime la scène aussi, tu vois. Donc il a déjà monté sa petite équipe live. Il aime le live. Il a soif d'apprendre en fait. Il a soif d'apprendre et il n'est pas têtu malgré son jeune âge. Tu vois, donc ça c'est important. Ok. Voilà. Et Fanny, tu commences Fanny, quoi, la Queen Fanny, moi je voulais Fanny. Je voulais Fanny, on s'est croisés, on s'est recroisés depuis 10 ans, on se croise, on se recroise en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. On se dit, on fait quand le son? Donc la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était au salon, à l'aéroport de Guyane. J'ai dit, je t'appelle. J'ai appelé Johan. J'ai dit, bon, je veux ça, tel tempo, zouk, tel style pour le feat avec Fanny. Et du coup, quand j'ai fini, je lui ai envoyé et elle a vraiment adoré. Okay. Et donc du coup, elle a même repris une partie de mon flow dans son couplet, etc. parce qu'elle a vraiment aimé l'énergie, la thématique, le jeu, etc. Donc ça a été assez simple, quoi. Ok. Voilà. Et pas sur ton album, en général, parmi les jeunes artistes, est-ce qu'il y en a qui t'ont peut-être tapé dans l'œil, qui t'ont attiré, qui te plaisent particulièrement? Je pense que je vais pas forcément citer, mais il y a beaucoup de jeunes artistes qui sont très très intéressants. On m'envoie des fois des liens, il y en a qui aussi m'envoient leurs clips sur les réseaux, alors pas forcément ceux que tout le monde connaît ou ceux qui sont en place, mais je suis un petit peu ce qui se passe. Toi, tu restes à jour, tu regardes un peu chaque semaine ce qui sort. Je regarde pas forcément chaque semaine, mais généralement, voilà, ça finit toujours par arriver à moi, je jette un œil et voilà, j'ai un regard assez intéressé sur ce qui se passe sur la nouvelle scène et c'est très bien parce que je crois que chacun veut avoir sa propre identité et pour moi c'est le mieux en musique, c'est d'avoir ta propre image, ta propre identité et ton authenticité en fait, tu vois, quelque part. Et cohérence c'est un peu ça aussi, c'est l'authenticité, c'est tu rentres dans le truc, on sait, bon ça c'est lui, c'est Crâne d'œuf, ça c'est un tel, tu sais que c'est lui, il a sa patte, il a sa touche, il a son truc, et pour moi c'est bien, c'est ce qui nous rend complet en fait, tous ensemble, voilà. Ok. Sur ton intro aussi, on retrouve plusieurs personnalités. Ouais. Comment t'as pensé à cette idée d'intro et comment t'as un peu récupéré le tout? Est-ce que c'était facile? Les personnalités. L'idée d'intro, tu vois, je l'avais fait sur Les Maquisiers, le tout premier album, je crois. Donc, par rapport aussi à cette espèce de cohérence que je voulais chercher, une espèce de transversalité, je voulais, moi, faire le lien à plusieurs niveaux sur les différents albums, qu'on puisse trouver une espèce de fil conducteur entre les albums aussi. Pour moi, la cohérence, c'était aussi là-dedans, d'ailleurs. C'est pourquoi, sur le clip de Gros Blow, le personnage Sadiq Urkel, là, je l'avais déjà fait dans SU. Donc là aussi, je voulais garder certaines choses. Alors, dans les voix, effectivement, on entend Youssoupha. La toute première voix qu'on entend sur l'album, c'est Youssoupha. On entend Teddy Riner, on entend Lilian Thuram, on entend Jocelyne Béouard, on entend Luc Hubert Séjour, on entend Harry Roselmack. Alors, comme tu m'as dit, tu imagines que ça n'a pas été simple. Mais lorsque j'ai eu l'idée, je me suis dit, chiche. En fait, il s'était passé un truc juste avant. Et ça s'était débloqué comme ça. Okay. Je me suis dit, mais j'ai l'impression que il y a une espèce d'alignement autour de l'album où le karma, il y a un truc qui est positif, vraiment. J'ai dit, ok. J'ai demandé à Youssoupha. Il m'a dit, vas-y, je t'envoie ça. Et c'est quelqu'un qui t'es en contact on discute de temps en temps. C'est vrai, depuis un moment. Hein. On s'était croisés au concert d'Oxmo Puccino ici. On s'est croisés au Five de Thiers. Je pense que ça, il se rappelle pas. Mais on échange assez régulièrement. Et il m'a dit Banco. J'ai dit, hein? J'ai dit, ok. Je vais demander à Teddy. Et là, tec, Banco. Alors, c'est vrai que les dates d'envoi, bon, chacun a pris un petit peu son temps. Mais son calendrier, j'ai trouvé ça lourd, en fait. Ben, en fait, j'ai demandé à ces gens-là. Ah, il n'y a pas de personne à qui tu as demandé et t'as pas reçu. J'ai demandé à ces gens-là. Ok. Et j'ai eu les voix de chacun. Il y en a, je ne vais pas nommer les noms, mais il y en a, j'ai reçu. Il avait déjà monté les voix funky quand j'ai reçu la dernière voix. Ok. Et je lui ai dit, tiens, paf. Il m'a dit, waouh. Je lui ai dit, si mal.
Et j'ai plein d'exemples comme ça. Là, ils me viennent pas tous en tête, mais des choses autour de l'album où ça se débloquait, paf, 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 paf. J'ai arrêté de m'inquiéter de tout. Surtout en tant que producteur, tu vois. Je me suis dit, mais je m'inquiète plus de rien. Tout va rouler. Ça a commencé à glisser, quoi. Ça glissait, à tous les niveaux. Donc, ouais, je suis très content de l'intro, avec des voix aussi prestigieuses que ça, déjà qui n'ont pas besoin d'être en communion. Chacune de ces voix-là, elle seule, elle pèse, Ouais, clairement. elle compte. Mais quand tu les mets ensemble, pour moi aussi, c'est un message d'unité. De dire, attention, on peut se mettre ensemble, tu vois. T'imagines ces gens-là se mettre ensemble pour autre chose que Bien l'intro sûr. de l'album de Missier Sadiq. Ça peut être long, Totalement. tu vois, d'influence, de finance, De porter. de portée. Ouais, ouais. Symboliquement. Symboliquement, on peut se mettre ensemble pour faire des choses. Je pense qu'il faut oser. Ça, c'est important, tu vois, d'oser dire, mais viens avec moi, tu vois, viens, on va mener un combat positif, un combat sain, on va faire de bonnes choses. Et ça, je pense que des fois, on manque d'audace pour le positif. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux Tu vois dire. ce que je veux dire? Des fois, pour le positif, on manque d'audace et on est peut-être un peu fier, peut-être trop fier à certains moments. Et c'est ce que je dis dans la chanson Puis souvent. Et c'est pourquoi j'ai choisi aussi Jean-Pierre Coquerel, parce qu'il a une voix forte pour ce morceau-là. C'est quelqu'un, tu vois, tu le vois debout comme ça, avec sa voix puissante, sur scène avec Akio. Mais j'ai voulu que ce soit lui qui reprenne ce morceau-là Puis souvent avec moi. Parce que si Jean-Pierre Coquerel peut te dire faut nous aimer nous, ben qui peut dire le contraire, tu vois. Donc voilà. Ok. Dès la release party aussi, tu as parlé de la tournée prévue. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler, le moment de donner les dates si elles sont déjà toutes validées? Alors, je serai le 19 octobre à la Cigale, à Paris. À Paris. Donc les billets sont déjà disponibles. Au mois de novembre, je serai au Grand Carbet en Martinique. Les billets sont déjà disponibles. Et le 14 décembre, je serai au Palais des Sports du Gosier en Guadeloupe. Les billets sont déjà disponibles aussi. Ok. On vient bien évidemment avec un tout nouveau show, son, lumière. Et voilà, on va mettre les petits plats dans les grands. Ça va être un vrai spectacle. Donc, comme on a pu dire, pour le lancement de cet album, on a pu te voir du coup en tournée promotionnelle. Il y a eu une release party quand même en grande pompe. Tu as déjà prévu la tournée. Il y avait des 4x3. C'est quoi tes ambitions pour cet album? Mais déjà, on s'est donné les moyens, puisque c'est mon 4e album. On peut pas faire un truc, comme on dit chez nous, on t'a choqué. Donc voilà, c'est un travail qui est qualitatif. On essaie de bien faire les choses, de donner les meilleures chances à l'album, de diffuser le plus largement que possible. Je suis parti en tournée promotionnelle à Paris. Comme tu l'as dit, on a fait des médias. On s'est vu à la Foire de Paris. On s'est croisé à la Foire de Paris. On a été approché aussi par différents médias. Donc l'objectif aussi, c'est de faire mieux que sous les précédents projets. Et atteindre de nouveaux publics aussi. Atteindre de nouveaux publics et puis s'installer aussi de manière un peu plus durable chez nous-mêmes, puisque la Guyane, encore, c'est un marché différent. Il y a la Caraïbe aussi qu'il faut pouvoir toucher. Il y a Haïti. Donc tout ça, on voit de moins en moins d'artistes en concert en province. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on veut faire. Et comme je disais, je suis entouré, il y a du monde autour. On veut vraiment bien faire les choses. Donc ceux qui nous regardent, sachez qu'on arrive. On a vraiment de grandes ambitions avec l'album. Le premier réflexe aussi, c'est d'envoyer les gens écouter l'album, le télécharger, le consommer, le primer, le partager. Et nous, on fera le taf derrière avec l'expérience qui sera emmagasinée pendant toutes ces années-là. Et puis, avec beaucoup d'amour aussi pour ce qu'on fait, tout simplement. Et pour moi, c'est respecter aussi la musique. Voilà, que de donner une bonne visibilité à l'album, qu'il y ait des 4x3, qu'on puisse mettre une tournée en place, qu'on puisse faire un beau spectacle. Pour moi aussi, c'est une signature aussi. On a toujours bien fait les choses en toute modestie. On a toujours voulu faire des beaux concerts, faire de belles affiches, faire une belle cover. Donc ça, c'est parce que le public le mérite aussi, tout simplement. Ok. Donc, Est-ce que tu as déjà été approché par les festivals, mais vraiment généralistes, toute la France, autre que caribéen, quoi? Non, mais je pense que Ça ces peut être intéressant. festivals-là, il faut aller les chercher.
D'accord. Il C'est faut- des gens il qu'on faut- démarche, on présente. Voilà, ok. voilà, il faut qu'on fasse des appels sortants. Il faut qu'on apprenne à faire ça aussi, des appels sortants. Et il faut quoi? Il faut une carte de visite, il faut un dossier. Ouais, du il coup, faut, avoir aussi tes anciens concerts captés à leur présenter. Exactement, exactement. Et ça, c'est de l'organisation. Nous, on a ça aujourd'hui. Donc, c'est en faisant Mhm. qu'on peut prétendre à faire de nouvelles choses. Ok. Tu vois, en faisant bien les choses. Donc, petit à petit, step by step, on avance, on prépare les choses. Et puis, voilà, on touche du bois pour les mois et les années à venir, quoi. Ça marche. Voilà. Sadik, on a fait le tour Ouais. pour cet album. Est-ce qu'on va attendre 7 ans encore pour la suite? Non, je Non. pense que ce serait pas gentil de faire ça. Mais par contre, il faut prendre le temps de consommer l'album, Mhm. consommer les titres. Voilà, j'ai travaillé, j'ai pris le temps, et on va déguster ça bien comme il faut. Mais c'est vrai que, voilà, là, c'est peut-être l'âge aussi, mais l'appétit. Il y a de l'appétit, donc... T'as l'appétit toujours. Ouais, j'ai l'appétit. Tu deviens un tonton un peu quand même. Un peu un tonton, hein, c'est ça que les gens ils me disent. Hein. Ils disent tonton là. Mais ça fait plaisir parce que, comme eux-mêmes disent, l'important c'est de durer. Je pense que à ce niveau-là, il n'y a plus rien à prouver, tu vois. Clairement. Et j'ai vu des carrières se faire et prendre fin également. Et voilà, je suis content de faire ce que j'aime, d'être sur scène, de faire des concerts, de faire rire, de faire réfléchir, de faire pleurer, de faire danser, tu vois. Donc voilà, moi je suis surtout un passionné de musique en fait, tu vois. Et ça aussi, la passion, ça se perd un peu. Donc moi, quand des plus jeunes viennent me voir, je leur dis, aime ce que tu fais. Tu vois, aime la musique, fais ça avec le cœur d'abord, et puis ça t'amène des sous derrière, prends-les, tu vois. Prends-les, organise-toi. Nous, on a été peut-être pas bien formés sur certaines choses, mais c'est à vous de prendre le flambeau, de prendre le relais, de créer une vraie économie. Parce qu'il y a moyen de créer une vraie économie autour de la musique, tu vois. Et ça nous permettra à tous de rayonner, de briller. Il n'y a pas de comparaison malsaine. Celui-là fait ça, celui-là a fait ça. Tu vois, fais tes affaires et amuse-toi, quoi. Kiffe. Ça marche. Sadik, merci. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir toujours. Et à bientôt. À très bientôt. Luxy Moore, #1, you heard me?